Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Les sénateurs socialistes ont un nouveau patron. Didier Guillaume remplace François Rebsamen, nommé au gouvernement. Le sénateur de la Drôme aura la lourde tâche de mener la campagne des élections sénatoriales de septembre prochain, qui s'annonce difficile pour les socialistes. Mouvement également rue de Solferino, au siège du PS, où Jean-Christophe Cambadélis devrait succéder à Harlem Désir comme premier secrétaire. Nous irons à l'Assemblée nationale où se tient en ce moment même le Conseil national du parti qui doit entériner ce choix. Et alors que les têtes changent chez les socialistes, nous nous interrogerons sur le rôle des partis politiques. Sont-ils encore porteurs d'idées capables de renouveler le débat public? Vont-ils être supplantés par les think tanks, ces laboratoires de plus en plus consultés? Ce sera l'objet de notre débat ce soir avec nos invités. Didier Guillaume, jusqu'alors vice-président du Sénat, devient donc le chef de file du groupe socialiste. Sans véritable suspense, il s'est imposé face au sénateur de la Nièvre, Gaëtan Gors. Récit de cette matinée par Camilla Campuzano. Un pas confiant, bonjour, déterminé, Didier Guillaume le sait. Il est le favori ce matin face à Gaëtan Gors. Le vote est à huis clos, presque une formalité dans une ambiance plutôt légère. Excellente, très bonne, sereine. Il a eu 84 voix, 23 pour Gaëtan Gors, qui a remercié, qui a félicité. Non, très bon enfant. Les sénateurs sortent au compte-gouttes, contents, mais pas vraiment surpris. Il y avait un petit suspense Enfin. Je crois qu'il n'y avait pas vraiment de suspense. Pas de confrontation non plus avant le vote. Les candidats ont juste envoyé une profession de foi la semaine dernière. Curieusement, il n'y a pas eu de débat avant le vote, c'était curieux. Donc on a fait un progrès puisqu'on vote, ça c'est déjà un grand progrès, parce qu'à 3 ans on n'a pas eu la chance de le faire. Là on a le vote sans le débat, mais je suis persuadé que la prochaine fois on aura le vote et le débat. Et là forcément le changement l'emportera, parce qu'on aura fait le tour complet. Déception d'un côté et forcément satisfaction de l'autre. Je suis très heureux, je remercie les collègues du groupe socialiste qui m'ont fait confiance et au boulot maintenant. Vous allez fêter ça maintenant? Non, au travail. Didier Guillaume a 6 mois pour faire ses preuves, 6 mois avant les prochaines élections sénatoriales. Nouveau président du groupe PS à la Haute Assemblée, Didier Guillaume aura la tâche délicate de mener les troupes socialistes au sénatorial de septembre prochain. Peu connu du grand public, cet élu de la Drôme qui a gravi tous les échelons d'élu local accède à un poste exposé. Son portrait, signé Paul Bouffard. On le dit fidèle de François Hollande. À 54 ans, Didier Guillaume connaît la maison sénatoriale depuis 2008. En vice-président, il fait l'unanimité et rassemble. Didier Guillaume, sa spécialité, c'est le monde agricole. Entre 1998 et 2002, il est même conseiller de Jean Glavany. Président du Conseil général de la Drôme, il le dit, son département est le premier département bio de France. D'ailleurs, son nom circule un temps au gouvernement. Les rumeurs font de lui le ministre de l'Agriculture. C'est d'abord un homme de territoire, il n'est que de le voir au salon de l'agriculture quand il accueille sur le stand de son département, il aime son territoire. C'est un sénateur de qualité, il a été un vice-président de qualité. Didier Guillaume, sa carrière est d'abord locale. 9 années à la tête de sa ville natale, Bourg-de-Péage. Complice du président du Sénat, selon Jean-Pierre Bel, Didier Guillaume est avant tout un enfant de la République. Didier Guillaume est un homme politique moderne, dans le sens où il maîtrise parfaitement bien un certain nombre d'évolutions dans ce monde, dans cette société qui bouge. Et en même temps, il s'inscrit dans l'histoire de ce que sont les socialistes d'une part et de ce que sont les élus de terrain. C'est un élu de terrain, c'est un élu combatif, c'est un élu qui ne baisse jamais la garde. Combatif Didier Guillaume, comme sur les terrains de rugby qu'il apprécie. Très jeune, il rejoint le Parti socialiste et met en avant son côté social-démocrate, comme un certain Manuel Valls. Et c'est aussi la journée des grandes manœuvres rue de Solferino. Le Conseil national du PS est réuni à l'Assemblée nationale pour désigner un nouveau premier secrétaire. Jean-Christophe Cambadélis doit remplacer Harlem Désir dans cette fonction de chef d'orchestre du parti. Alors, Mickaël Zamès est sur place. Mickaël, cette désignation doit arriver d'un moment à l'autre, pas vraiment de suspense.
Non, il n'y a pas vraiment de suspense, Jérôme. Simplement, ce qu'on peut dire là, à l'heure actuelle, c'est qu'on vote à bulletin secret. Il y en a à peu près pour 3/4 d'heure. Un vote qui, sans surprise, a priori, devrait se terminer avec la victoire de Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire par intérim. Premier secrétaire par intérim, car aujourd'hui, les militants, ce qu'ils veulent, c'est voter. Voter, il sera peut-être question d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Les états généraux du Parti socialiste ont été actés lors de cette réunion aujourd'hui. Pas de débat extraordinaire, pas de congrès extraordinaire dans l'optique. Simplement, on votera en 2015, mais à l'heure actuelle, on parle d'états généraux, c'est-à-dire 6 conventions qui auront lieu après les élections européennes et qui amèneront jusqu'en 2015. Vous voyez, tout ça est fait d'un grand manège, comme disait un élu socialiste, pour ne pas voter et pour laisser la main libre à Jean-Christophe Cambadélis. Surtout, ne pas faire de bruit, c'est aussi la consigne, parce qu'on a bien compris aussi qu'après les élections municipales, le Parti socialiste doit faire profil bas. Mais ce n'est pas ce que veut Jean-Christophe Cambadélis, car lui, il l'a répété, il veut un Parti socialiste de combat. On l'a suivi sur Twitter. Il a ce qu'on appelle live-tweeté son discours. D'autres l'ont fait également pour lui. Le gouvernement de combat que veut former Jean-Christophe Cambadélis au sein du Parti socialiste tient en 3 mots, en 3 lettres surtout, les 3 R. Le renouveau, la rénovation et le rassemblement des partis de la majorité. Notamment, vous savez que Jean-Christophe Cambadélis était celui qui avait organisé à l'époque de Lionel Jospin ce qu'on appelait la majorité plurielle avec les écologistes et les communistes. Donc la charge de Jean-Christophe Cambadélis sera aussi de discuter avec l'ensemble des forces de la majorité et puis de faire le renouveau. Le renouveau au sein du Parti socialiste, eh bien, ce sera 30 secrétaires nationaux, une équipe beaucoup plus resserrée des 80 qui étaient aujourd'hui, et puis des nouveaux porte-paroles qui ont été nommés également aujourd'hui, un proche du Premier ministre et puis un proche également de Jean-Marc Ayrault. On essaie de faire plaisir aux uns et aux autres. Manuel Valls qui évidemment était dans la bouche de tout le monde aujourd'hui ici à l'Assemblée nationale, car Jean-Christophe Cambadélis a très clairement fait comprendre que le Parti socialiste serait rangé derrière le Premier ministre. Très bien, merci beaucoup Mickaël. François Hollande, lui, présidait aujourd'hui aux Invalides une cérémonie d'hommage national à Dominique Baudis. Le président de la République a salué le parcours du défenseur des droits, ancien maire de Toulouse, décédé jeudi dernier à l'âge de 66 ans. On l'écoute. S'il est un mot qui donne le sens de ce que fut la vie de Dominique Baudis, ce mot, c'est la liberté. Et c'est toujours en homme libre qu'il décida un jour de mettre un terme à sa vie politique. En 2001, il est nommé par Jacques Chirac président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette nomination fut commentée, contestée. Et pourtant, il se montra d'une impartialité et d'une grande indépendance. On a appris aujourd'hui que Valérie Fournéron, la secrétaire d'État chargée du commerce, est hospitalisée depuis vendredi à l'hôpital du Val-de-Grâce. L'ancienne maire de Rouen souffre d'un syndrome méningé et est à présent dans un état stable après 3 jours passés en réanimation. Sa durée de convalescence n'est pas encore déterminée. Jean-Vincent Placé était lui l'invité de notre émission Preuve par 3 il y a quelques instants. Le président du groupe écologiste au Sénat est revenu sur la proposition de Ségolène Royal de taxer uniquement les poids lourds étrangers et il adresse un satisfecit à la nouvelle ministre de l'écologie. On l'écoute. Ce qui m'importe, c'est que l'écologie progresse dans notre pays. Si c'est Ségolène Royal qui le fait, tant mieux. Et je vais vous dire, notre rôle à nous, parlementaires écologistes, c'est de l'aider en faisant des analyses, des propositions. Et sur la question de l'écotaxe et des investissements, vous m'avez entendu très clairement, il faut absolument, et ça je le demande à Ségolène Royal, trouver les 800 millions d'euros que les collectivités locales, les agglomérations, les communes attendent pour leur projet de transport collectif. Parce que non, mais c'est pas rien. On attend aujourd'hui pour financer des réseaux de bus, on attend pour des projets de tramway, on attend y compris pour nos RER d'Île-de-France. Et donc on a un vrai sujet là, c'est de trouver ces 800 millions. Si ce sont les étrangers qui payent, bon, ça paraît peut-être un peu simpliste au départ, mais c'est un sujet intéressant. C'est vrai que quand elle dit, Ségolène Royal, ils traversent la France, ils ne payent même pas d'essence chez nous, même pas donc la TIPP, bon bah quand même. Hein. Et comme en plus ils évitent les autoroutes, il y a aussi un sujet autoroute, et moi je suis en revanche pour qu'on essaye de trouver une discussion, y compris un peu virile, avec les sociétés d'autoroutes. Le vote électronique, solution miracle pour les scrutins de demain? Pas si sûr si l'on en croit les conclusions d'un rapport sénatorial présenté aujourd'hui qui dresse le bilan des expériences dans ce domaine. Quentin Calmet.
Le constat est sévère. Les machines à voter utilisées lors de l'élection présidentielle de 2007 avaient provoqué de longues files d'attente et parfois même des écarts entre le nombre d'émargements et le nombre de votes enregistrés. Mis en place dans 83 communes pour 1,5 million d'électeurs, le vote électronique fait depuis l'objet d'un moratoire, toujours en vigueur. Et ce n'est pas ce rapport qui va relancer l'utilisation du vote électronique. Les grands principes d'un scrutin ne seraient pas respectés avec les machines. Comment contrôler le secret du vote? Comment s'assurer de la sincérité de l'électeur? Les sénateurs avouent leur méfiance. Seule concession, le vote via Internet pour les citoyens n'ayant pas accès aux urnes. Une latitude donc pour les Français établis à l'étranger. Nous sommes confrontés à une vraie difficulté, que nous disent d'ailleurs les associations des Français de l'étranger. Nous disent peut-être que finalement c'est pas le meilleur, on peut pas tout garantir, mais si vous nous supprimez ça, ça veut dire que moi qui suis dans tel endroit, il va falloir que je fasse plus de 1000 km par avion pour aller voter. Et évidemment, on voit bien qu'à ce moment-là, personne ne va pas aller voter. En plus, ça a un coût pour elle. Et donc, au fond, le vote par électronique, à ce moment-là, n'est pas l'idéal. Mais s'il n'existe pas, alors vous n'aurez pas de vote du tout. Et les Français à l'étranger préfèrent quand même prendre ce risque. Après un colloque sur les élections du futur, la réflexion continue avec ce rapport de la Commission des lois. Cependant, rien à craindre pour le papier et l'enveloppe. Des valeurs sûres, même au XXIe siècle. Au Sénat, toujours, Éric Bocquet s'attaque à la concurrence déloyale dans les transports. Le sénateur communiste du Nord cible les travailleurs détachés ou encore l'utilisation frauduleuse de statuts indépendants. On l'écoute. On constate, à partir de beaucoup d'exemples différents dans tous les secteurs de transport, que la concurrence n'est pas loyale. Il y a des fraudes, il y a des systèmes pour optimiser les coûts. Je pense au faux détachement, je pense au statut de faux auto-entrepreneurs, les sociétés boîtes aux lettres. Enfin, l'ingénierie est toujours à l'œuvre pour optimiser, diminuer les coûts de fonctionnement d'une entreprise. Et ça se fait évidemment au détriment des droits sociaux des salariés dans la plupart des cas. Il y a environ 3000 pilotes travaillant pour Ryanair, et 70% d'entre eux et 60% des personnels navigants seraient employés sous un statut d'auto-entrepreneur. C'est la fin ce soir au Sénat de l'examen du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Un texte qui doit dessiner l'agriculture du futur, plus écologique. Flora Sauvage revient sur les principaux points du projet. Première utilisatrice de pesticides en Europe et troisième à l'échelle mondiale, la France détient un triste record. Le projet de loi sur l'agriculture veut limiter l'utilisation des produits phytosanitaires. L'objectif, redéfinir un modèle agricole pour les années à venir et mettre l'accent sur l'agroécologie. Plusieurs mesures ont été votées par le Sénat. D'abord l'abeille. Dans un amendement adopté mardi, les sénateurs font de l'abeille un bio-indicateur dans le cadre de la surveillance des produits phytosanitaires. Un vote qui va dans le sens des apiculteurs. Ils réclament depuis des années l'interdiction des pesticides qu'ils estiment responsables de la disparition des abeilles. Autre mesure adoptée en première lecture, le Sénat reconnaît que le vin fait partie intégrante du patrimoine culturel de la France. Enfin, le loup s'est invité dans le débat. En cas d'attaque, le préfet pourra délivrer à l'éleveur une autorisation de tir de prélèvement pour une durée de 6 mois sur sa commune. Actuellement, il y aurait 250 loups en France et leur population s'accroît considérablement. Mais le texte vise aussi à améliorer les conditions de travail des agriculteurs en créant des groupements d'intérêt économique et environnemental. Les sénateurs ont aussi adopté le principe de compensation en nature de terres agricoles, une mesure très attendue par la profession. Tout de suite, 24h Sénat, le débat. À l'heure où les grandes manœuvres ont lieu dans l'état-major du Parti socialiste et que l'UMP n'est pas encore guérie de sa guerre des chefs, on débat ce soir sur le rôle des partis politiques. Et pour en parler, j'accueille sur notre plateau Christian Audin. Bonsoir. Alors, vous êtes vice-président de Futurible, une revue d'analyse et de prospective. Et monsieur Laurent Bigogne, bonsoir. Vous dirigez un think tank, comme on dit maintenant, un laboratoire d'idées qui livre ses analyses sur différents aspects de notre société. Alors, messieurs, les partis politiques sont mal aimés des Français et finalement, ils ont du mal à renouveler leur stock d'idées. Le carcan du parti est-il finalement dépassé, monsieur Bigogne ?
Je ne pense pas que ce soit un mal français. Je pense que globalement, on voit que la poussée des extrêmes en Europe montre que singulièrement ce qu'on appelle la forme parti, qui a 100 ans, en gros le premier parti politique français est né en 1904, cette forme-là, évidemment, est à rude épreuve aujourd'hui parce qu'on sent bien que dans un monde qui a progressé, qui a changé, qui a évolué, évidemment le digital a sa part dans cette évolution, le parti a du mal à suivre, il court derrière, et dans un monde qui par ailleurs est dans une crise profonde depuis 2008, on est en train de changer de modèle, c'est plus qu'une crise. On sent bien que les recettes qu'autrefois on avait tendance à plaquer ne fonctionnent plus. Donc je pense que tous ces éléments-là, aujourd'hui, interrogent, et évidemment, on se tourne vers le politique, on se tourne vers les institutions, en les questionnant les uns les autres sur l'habileté, l'agilité, le courage aussi. Parce qu'il faut avoir du courage pour changer, dont ils vont savoir faire preuve ou pas dans les mois et années qui viennent. Les partis politiques n'ont pas su changer, n'ont pas eu le courage de changer ? Il y a une forme d'inertie naturelle dans un parti. Et en outre, je rejoins M. Bigord, nous sommes face à une situation tout à fait nouvelle pour laquelle il faut innover. Il faut remettre en question les idées reçues, il faut trouver de nouvelles solutions. Et pour cela, les partis ne sont peut-être pas les organisations les mieux placées pour innover. Alors, est-ce qu'ils sont prisonniers, ces partis, d'idéologies qui sont finalement un peu dépassées ? Il y a des idéologies, il y a des rapports de force, il y a parfois aussi, je le dis, tel que je le pense, un manque de travail, soit par manque de courage, par peur d'affronter la réalité, par peur aussi d'aller sur du dissensus. Donc il y a parfois un manque de travail intellectuel. C'est patent parce qu'on voit qu'au fond, sur un certain nombre de grands sujets qui nous concernent, que ce soit l'école, que ce soit l'emploi, mais même des sujets plus sociétaux, des sujets plus économiques, le logiciel n'est pas revu, n'est pas repris. Donc on voit que l'UMP nous a livré en janvier une démarche programmatique qui est un peu une copier-coller de ce qu'il aurait pu dire 5 ans avant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en tant que think tank, on pousse beaucoup sur l'utilisation du digital, notamment pour donner à voir à la population des informations auxquelles elle n'a pas accès. Je pense que ça, c'est une tendance qui est très importante. On réfléchit aussi aux engagements citoyens, à la participation citoyenne. On projette aussi des expérimentations en essayant de les évaluer scientifiquement. Donc il y a tout un arsenal dont d'ailleurs le Parlement, puisqu'on est ici au Sénat, devrait lui-même se saisir pour réinventer la façon de légiférer, la façon aussi d'évaluer, d'étudier l'impact de la loi sur la société, sur l'économie. Et est-ce que la jeunesse, finalement, qui est plus connectée, les jeunes plus connectés que leurs aînés, ils sont assez écoutés? Votre dernier numéro de la revue était largement consacré aux nouvelles technologies, à la robotique. Est-ce que ces jeunes sont écoutés? Oui, je crois que le phénomène des réseaux sociaux est précisément un élément supplémentaire de remise en question de l'intermédiation traditionnelle des partis politiques. Et de ce point de vue-là, les think tanks sont des intermédiaires de stabilisation des propositions qui peuvent venir des réseaux sociaux et notamment des jeunes. Alors, justement, les think tanks, vous en dirigez un. Vous avez pris le relais de ces partis politiques qui, finalement, viennent piocher les idées dans vos propositions ? Non, pas du tout. Je pense qu'au fond, chacun fait son métier. Je pense qu'un parti, il faut toujours se rappeler que ça sert à sélectionner des candidats. La forme parti en France, c'est un outil de sélection des candidats, tout simplement parce que la vie politique française, comme toute vie politique, est très structurée par l'élection, sachant qu'en France, les élections locales ont un poids particulier. Il y a beaucoup plus de collectivités locales en France que partout ailleurs en Europe, que le poids de la présidentielle est très spécifique. Donc on a aussi un certain nombre de caractéristiques qui justifient cette place de l'élection. Et c'est là où, au fond, les partis sont le plus pris en défaut aujourd'hui, c'est qu'ils ont du mal à renouveler le stock des candidats. Ils ne s'ouvrent pas au privé, ils s'ouvrent peu aux femmes, ils s'ouvrent peu à la diversité, et qu'en plus, ils font peu de travail intellectuel. Et les deux ensemble, effectivement, créent les ferments, non pas d'une crise de régime, mais en tout cas d'une grande paresse, les ferments aussi d'une grande fatigue démocratique par rapport à l'envie qu'ont les gens d'adhérer à un parti ou de s'engager dans un parti. Et comment peut-on expliquer cette paresse que vous évoquez des politiques de ne pas se tourner vers les aspirations de la société? Je pense qu'il y a un problème d'horizon temporel aussi. La vie politique est en prise avec des événements quotidiens et avec un horizon temporel très court. Alors que la plupart des problèmes qui sont devant nous se posent à des horizons beaucoup plus lointains. Lorsqu'on parle du changement climatique, il est évident qu'on se projette à une génération, mais d'autres questions se posent à 10 ou 20 ans. Donc je crois que c'est un des éléments de réponse à la question que vous posiez. Avant, on avait un commissariat général au plan qui prévoyait des grands projets à long terme. C'est ça qui manque aujourd'hui ?
Peut-être. En tous les cas, la discussion entre les différentes familles de pensée autour de projets innovants, autour de remise en question d'un certain nombre d'idées reçues, me semble essentielle pour réanimer et enrichir la vie politique. Finalement, les idées politiques, elles naissent aujourd'hui en dehors des partis. On l'a vu sur la Manif pour tous, par exemple, les partis politiques ont été à la traîne et sont accrochés à la remorque d'un mouvement citoyen, c'est ça? Je ne sais pas vous dire spécifiquement pour un Manif pour tous, parce qu'objectivement, un parti peut en chasser en cacher un autre, en chasser aussi d'ailleurs. Non, le point c'est que je pense que les partis manquent de radicalité aujourd'hui. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, les politiques en France, encore une fois, je le disais il y a un instant, ont du mal à faire de la place à de nouveaux viviers, tout simplement, ou à aller chercher des candidats. Ils font très très peu au travail de formation. On a un tabou sur l'argent et la rémunération des politiques, et donc évidemment, comme c'est un tabou, on n'avance pas sur la proposition de carrière aussi qu'on peut faire aux uns et aux autres. On a peur d'en parler. On a un vrai questionnement sur la question du cumul, le cumul dans l'espace. Ça, j'espère qu'il va être réglé, en tout cas qu'il l'est. Et puis le cumul dans le temps. Et je crois qu'il y a un manque de vraie radicalité, de souffle, qui pourrait permettre d'ouvrir largement, encore une fois, ces partis politiques qui, je me redis, sont des machines à sélectionner des candidats et les former. Alors justement, sur ce non-cumul, est-ce que ça va permettre de faire émerger une nouvelle génération qui va arriver avec des idées neuves en politique? Bien sûr, la jeunesse apporte toujours des idées neuves. Mais je crois qu'il faudrait surtout que nous interrogions sur la diversité des réflexions et par exemple s'interroger de savoir pourquoi la ville au monde où il y a le plus de think tanks, c'est Washington. Donc nous, Français, qui je crois avons beaucoup d'idées, nous aurions tout intérêt à suivre cet exemple et à multiplier les lieux de réflexion et finalement de passage entre la société et le monde politique. Il y a une réponse très simple, en tout cas au moins en partie à la concentration à Washington d'un certain nombre de think tanks, c'est qu'on y a de grandes institutions internationales et on y a un potentiel universitaire merveilleux. Ce qui est très compliqué dans la société française, qui est très cloisonnée, c'est que le passage entre un think tank, une université, une organisation internationale ou même le gouvernement, ces passages qui existent de façon très naturelle, très génétique aux États-Unis, fonctionnent mal en France parce qu'on est régi, nous, par d'autres modes de fonctionnement. Ça manque de passerelle entre les... Bien sûr. La passerelle publique-privée ne marche pas, la passerelle du privé vers l'entreprise marche mal, la passerelle du think tank vers l'université ne fonctionne pas. Toutes ces passerelles font défaut parce qu'on est très structuré de façon, j'allais dire, tubulaire, avec des processus très du haut vers le bas, et puis des logiques de corps. Des logiques, moi que je qualifie d'assez sectaires, d'assez fermées, et qui, objectivement, en économie ouverte, aujourd'hui, ne font plus sens. Il faut donc plus de souplesse dans ces directives? Tout à fait. Il faut plus de souplesse, il faut permettre à des cercles de pensée de se mettre en place de manière très facile, les encourager, et encore une fois, encourager toutes les formes de débat, parallèlement à la vie politique. On critique aussi souvent la formation des élites, l'ENA, souvent stigmatisée. Est-ce que ça aussi, ça pèse? L'administration, la formation des élites politiques est toujours la même et du coup, ça freine le renouvellement? Globalement, le poids de la fonction publique est trop fort dans la vie politique, ça c'est sûr. Il y a une mesure très simple en Angleterre, c'est qu'un candidat à une élection démissionne de la fonction publique s'il est fonctionnaire. Je ne pense pas qu'on puisse avoir exactement la même radicalité en France, encore que, peut-être un moment ou un autre, il faudra se poser les questions de l'engagement, de la responsabilité, puis aussi du rôle de l'État quand un politique termine sa carrière en termes de reclassement, de repositionnement, tout simplement, et puis de prise en compte de l'expérience vécue. Mais je pense que, globalement, il y a deux institutions qui fonctionnent assez mal, et je suis désolé de le dire ici au Sénat, je suis convaincu que les institutions parlementaires ne font pas suffisamment leur travail de contrôle et d'évaluation. C'est donc toute la société société française qu'il faut changer pour changer les choses? Je crois que la société française, elle change tout seul. Je pense que le politique français n'a pas encore pris la mesure de ce que son environnement changeait, et je pense que les institutions ne donnent pas la pleine mesure de leur potentiel. Je le redis, les conditions de travail du parlementaire français ne sont pas bonnes, elles ne sont pas suffisantes, il faut le dire aux Français. C'est des gens qu'on ne rémunère pas assez, qu'on n'entoure pas d'assez de compétences et à qui on ne donne pas assez de pouvoir. Et comment faire justement? On a dit les jeunes, il faudrait qu'ils participent plus à ça, qu'on change un peu le logiciel, ça viendrait sûrement par eux. Alors comment faire qu'ils s'intéressent à la vie politique, qu'ils s'engagent, qu'ils participent? Encore une fois, c'est le débat. La politique, c'est le débat. Or, les jeunes sont quotidiennement en discussion avec les autres grâce à ces nouveaux outils du numérique. Il faut encourager toute cette pratique
l'orienter et permettre qu'elle débouche, notamment au niveau universitaire, sur une prise de position politique, car le but, ce n'est pas de faire disparaître la politique, c'est de l'enrichir. Alors c'est pas les jeunes, c'est pas les femmes, c'est pas les salariés du privé qui ont tort. Hein. Si les gens ne vont pas en politique, c'est que l'offre politique n'est pas assez attrayante, c'est qu'elle n'est pas assez attractive. Alors vous avez évoqué tous les deux les réseaux sociaux, c'est là maintenant sur Internet, les discussions, les projets qui émergent, qui se montent, c'est ça finalement le futur de projets en tout cas. Mais pas seulement, c'est aussi les outils, je vais employer un mot anglais, mais c'est les outils de reporting, c'est-à-dire nous on a créé un outil qui s'appelle financepublic.fr qui permet à chaque citoyen en temps réel de voir comment faire évoluer le budget de l'État, par exemple pour ramener les comptes publics à l'équilibre. Il faut aussi que nous, société civile, on fasse cet effort de créer des outils qui permettent de simuler, qui donnent à voir un certain nombre de données, qui permettent de comparer, qui permettent de comprendre. Il y a tout un travail de pédagogie via le web. Donc le web n'est pas qu'un espace de discussion, c'est aussi authentiquement un espace d'information. Il faut qu'on soit, nous, éditorialement à la hauteur. Alors, on a posé, nous, la question aux internautes de notre partenaire du Nouvelles.com. Si les partis politiques génèrent encore des idées, eh bien, ils répondent en grande majorité non à 76%, 22% seulement de oui. Est-ce que c'est un signe du désamour de la politique? C'est le signe d'un problème. Car effectivement, si les jeunes considèrent que la politique n'apporte pas d'éléments nouveaux, alors il faut vraiment s'interroger sur les méthodes à utiliser pour faire revenir la politique vers les préoccupations des jeunes. Quelle solution alors pour que ces jeunes... La crédibilité sur les engagements, la capacité à faire du reporting, la volonté de renouveler, la capacité aussi des partis à sortir les candidats ou les élus qui ont commis des erreurs ou qui ont été condamnés. Je ne vais pas citer de nom ici, mais on en a tous en tête. Donc il y a une forme de crédibilité qui s'est abîmée, qui s'est perdue. Et je pense que quand on est face à une crise de crédibilité, encore une fois, je le redis, il faut être un peu radical dans l'attitude. Et il faut avoir le courage de prendre des décisions qui, évidemment, ne seront pas populaires dans son camp. On pourrait en énoncer beaucoup. Mais par exemple, je pense qu'on est dans un pays où il y a trop d'élus. Et qu'évidemment, s'il y a trop d'élus, on affaisse l'intérêt qu'a ce métier. Il y a trop d'élus au Parlement. Moi, je suis pour qu'il y en ait moins, mais qu'ils aient davantage de pouvoir. Il y a trop d'élus locaux. Il faut avoir le courage de le dire, même si on fait mal à sa clientèle. Ça, ce sont des réformes qui ont été annoncées, en tout cas moins d'échelons, moins d'élus, un statut de l'élu, comme vous l'évoquiez. C'est par là qu'on va réussir à faire un peu bouger les lignes? Oui, et puis avec un certain nombre de décisions très concrètes. Et puisque nous sommes un public Sénat, je voudrais souligner le fait que le Sénat a mis en place, il y a quelques années, une délégation de la prospective, ce qui était bien le souci de prévoir ces évolutions qui vont attirer les préoccupations des jeunes. La prospective, vous deux, vous en êtes chargés à des niveaux différents, en tout cas vous y intéressez. C'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet? Il y a plein de choses à faire. Moi, je crois beaucoup, encore une fois, au fait de retourner vers les citoyens. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'élection ne suffit plus. D'ailleurs, il y a désaffection par rapport à l'élection quand l'offre est trop mauvaise. Moi, je vous invite à retrouver sur conférencecitoyen.fr une expérience démocratique qu'on a tentée, qui a consisté à tirer des citoyens au sort et à leur demander de travailler pendant 6 mois sur notre système de santé. Tout simplement parce qu'on peut très bien imaginer non pas de transformer les citoyens en experts, moi-même je serais incapable de devenir un expert de la santé, mais de les mettre au fond face aux responsabilités, face aux enjeux, face à une somme de connaissances, de les accompagner et de les faire au final dessiner ce que pourrait être le futur acceptable par tous. Et ce type d'expérience est très en vogue dans les pays du nord de l'Europe, au Canada ou ailleurs, et pas suffisamment chez nous. Moi, j'invite encore une fois les assemblées parlementaires à se saisir de cette méthodologie de la confiance citoyen. L'Institut Montaigne en a conduit, il y a un certain nombre d'organismes indépendants qui en conduisent. La Poste vient d'en conduire 3 sur son avenir. Donc, il faut donner développer, les clés aux Français. Il faut rendre les clés aux Français. Merci messieurs pour ce débat très intéressant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Excellente soirée à tous sur Public Sénat et à demain.